Bonjour à toutes et tous, merci de vous être connectés pour le retour des webinaires Carnomer. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment développer des solutions de propulsion plus respectueuses de l'environnement, avec une présentation de Xavier Tosia de la Sherman Energy Solutions. Je vais commencer par dire quelques mots pour me présenter, pour rappeler brièvement ce qu'est le label Carnot, puis pour vous réintroduire aussi le sujet du webinaire d'aujourd'hui et le déroulé. Et puis je passerai ensuite la main à Xavier pour la suite. Donc, je m'appelle Lauriane Gauthier, je suis employée à l'École centrale de Nantes et dans le cadre du Carnomer, je suis chargée de mission. Quelques mots sur le label des Carnots. Les Carnots, ce sont des instituts qui sont labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, dont le but est de développer la recherche entre les entreprises privées et les laboratoires de recherche publics. Et donc, l'Institut Carnomer est labellisé depuis 2020 avec la thématique ingénierie marine, avec cet objectif donc toujours de développer les collaborations entre les entreprises et les laboratoires de recherche publics. Alors, quelques mots sur l'actualité pour faire le lien aussi avec le sujet d'aujourd'hui. Actuellement, l'Organisation maritime internationale et les grandes puissances économiques elles renforcent leur objectif de décarbonation du secteur maritime d'ici 2050. Et donc, la question des solutions de propulsion qui sont respectueuses de l'environnement, elle devient de plus en plus cruciale. Et ce webinaire est en plein dans ce sujet d'actualité, puisqu'il va vous présenter la chaire Man Energy Solutions, qui a été lancée en 2018, qui associe Centrale Nantes et donc Man Energy Solutions. Et cette chaire, elle vise à améliorer et à décarboner la propulsion des navires en optimisant les systèmes thermodynamiques et en intégrant des solutions technologiques avancées. L'intervenant d'aujourd'hui, donc, ce sera Xavier Tosia, qui est le porteur de cette chaire. Il est professeur des universités au laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et en environnement atmosphérique. Et il est également responsable du parcours Energetic and Propulsion du Master Mechanical Engineering de Centrale Nantes. Hop. Le rappel des objectifs du webinaire et je vous affiche donc le format d'aujourd'hui en même temps. Xavier va revenir sur les étapes clés de la collaboration et les résultats qui ont déjà été obtenus. Il y aura aussi des discussions sur les perspectives futures du projet et un retour d'expérience sur la plus-value des partenariats de type chaire industrielle qui associent des entreprises privées et des laboratoires publics. Avant de passer la main à Xavier, hop, quelques informations. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&A au bas de votre écran. Les questions seront ensuite posées à Xavier à la fin de sa présentation. Et sachez aussi, donc, ce webinaire est enregistré et il sera diffusé en replay sur la page YouTube du Carnomer. Voilà. Bon webinaire à tous. Et puis Xavier, je te passe la main. Merci Lauriane. Bonjour à tous, merci d'être là. Hum, je vais essayer de balayer un peu un certain nombre de sujets aujourd'hui parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des participants assez divers, donc vos centres d'intérêt seront peut-être pas tous les mêmes. Et puis, bien sûr, je pourrais approfondir en répondant à vos questions à la fin, suivant vos centres d'intérêt. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de commencer par une présentation rapide de l'entreprise MAN Energy Solutions. Voilà, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas une entreprise forcément très très connue. Ensuite, je parlerai un peu de l'historique de notre collaboration et puis de la phase de montage de la chaire. Et après, je définirai un peu plus précisément ce qu'est une chaire industrielle, ou en tout cas ce qu'est la chaire dont je suis responsable, parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle de chaire unique. Chaque chaire est un peu unique, mais en tout cas, je vous parlerai des objectifs de notre chaire, du mode de fonctionnement, du personnel impliqué, et ensuite, j'irai sur plus les thématiques scientifiques, les moyens qui sont mis en œuvre, et je vous donnerai quelques exemples d'études menées au sein de la chaire. Et puis pour terminer, j'essaierai de dresser un peu une liste de, selon moi, ce qui fait les atouts de la formule chaire industrielle, et puis quelques perspectives, sur l'avenir de notre collaboration.
Voilà. Donc pour commencer, l'entreprise MAN Energy Solution, initialement, en tout cas les gens avec qui on travaille, à la base, c'était une entreprise française qui s'appelle SMT Pistic, qui a été créée juste après-guerre pour construire des moteurs industriels, notamment pour la propulsion navale, également la propulsion ferroviaire, la production d'électricité. Donc c'est un groupe qui est devenu important, qui était parmi les leaders mondiaux, puis qui a connu des difficultés, qui a eu une histoire un peu tourmentée avec différents changements d'actionnaires. Et pour finir, ils ont été rachetés en 2006 par le groupe MAN, donc, il y a un constructeur de moteurs allemand qui fait partie de la galaxie Volkswagen et qui a deux sous-entités, une qui s'appelle MAN Truck and Bus, qui construit des petits moteurs jusqu'à une puissance de 1 MW, également des camions, des bus, et puis l'entité MAN Energy Solution qui construit des moteurs de puissance au-delà de 1 MW. Et donc, nous, on travaille avec l'entité française qui se trouve à Saint-Nazaire, sur un site qui regroupe à la fois un appareil de production et des bureaux d'études, un service de R&D. Et donc, leurs produits, ce sont des moteurs industriels qu'on dit semi-rapides, 4 temps, dont les puissances vont de quelques mégawatts à quelques dizaines de mégawatts. Sur la planche, vous voyez un exemple de moteur produit à Saint-Nazaire. Donc, vous voyez que c'est des ensembles assez imposants, hein, ce n'est pas des moteurs de voiture. La taille typique, c'est plusieurs mètres de haut et une dizaine ou voire plus de mètres de long, et puis plusieurs centaines de tonnes en ce qui concerne la masse. Donc, en termes de site, le site de Saint-Nazaire a l'avantage important d'avoir un accès direct à la mer, ce qui, pour les questions de logistique, est important. Alors, notre équipe de recherche a été créée à peu près dans les années 90 et rapidement a travaillé autour des moteurs industriels. Alors initialement, on a travaillé avec non pas un constructeur, mais un utilisateur de moteurs industriels qui était la direction des constructions navales à Indret, qui est aujourd'hui Naval Group, et qui construisait des navires, notamment pour la marine française, et qui utilisait les fameux moteurs SMT Pistic. Et donc, nos premiers travaux collaboratifs par le biais de thèses nous ont conduit un peu naturellement à nous rapprocher du constructeur des moteurs, au départ pour la fourniture de données d'essai notamment. Et puis, de cette façon, on a fait connaissance et ils sont revenus vers nous assez rapidement pour nous proposer des collaborations contractuelles autour de la suralimentation notamment. Donc ça, c'était dans les années 90-2000. Ça s'est traduit en particulier par des publications communes. Et puis ensuite, ils ont connu les difficultés que je mentionnais précédemment. Donc, c'était une période un peu agitée pour eux. Quand ils se sont un peu stabilisés, ils sont revenus vers nous en 2013 pour une autre action contractuelle, mais cette fois-ci expérimentale. Les premiers travaux, c'était des travaux de simulation. Là, c'était plus des travaux expérimentaux qui se sont bien passés. Ils ont été contents de ce qu'on a pu faire ensemble. Et donc, en 2016, on a commencé les premières discussions autour du montage d'une chaire industrielle, sachant que nous, dans l'équipe, on avait déjà à l'époque deux chaires en cours avec des constructeurs ou des équipementiers automobiles. Donc, le modèle était, si je peux dire, rodé un peu chez nous. Donc, ils ont vu en venant chez nous un peu comment ça fonctionnait, ça les a intéressés. Et donc, on a commencé les premières discussions. Alors, ça a été long. Ça a pris 2 ans de discussion avant d'aboutir à la signature de la convention parce qu'il a fallu du temps de part et d'autre pour converger sur les différents points. Alors déjà sur le programme scientifique, mais ça a été, je dirais, relativement rapide. Ensuite, sur les aspects administratifs, le- l'élaboration d'une convention de recherche, voilà, c'était quelque chose qui était nouveau pour eux, donc ils ont pris pas mal de temps pour
vraiment peser le pour et le contre et vraiment comprendre en quoi ça pouvait consister et quels pouvaient être les avantages pour eux, comment organiser tout ça. Mais voilà, ça a débouché sur la signature d'une chaire en 2018, en mi-2018. Alors une chaire, voilà, comme j'ai dit en introduction, c'est pas quelque chose d'unique, la chaire industrielle. Je pense qu'il y a autant de formules que de chaires industrielles. Mais donc là, moi, je vais vous parler un peu du fonctionnement de la chaire avec MAN ES. Euh, Dans tous les cas, c'est une sorte de laboratoire commun. Alors, j'ai mis ça entre guillemets parce que le laboratoire commun, il y a des modes de recherche qui ont vraiment pour nom laboratoire commun. Ici, ça a le nom de chaire industrielle, mais en définitive, ça consiste quand même à former un- une équipe qu'on peut appeler laboratoire de recherche commune qui mêle les forces des deux entités, donc de l'entreprise industrielle d'un côté et de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche d'un autre. Alors, les items là sont, je pense, pas vraiment dans l'ordre. Je pense que ce qui vient en premier et ce sur quoi il faut s'accorder en tout premier lieu, c'est les sujets d'études. La formule ne marche que s'il y a des sujets d'intérêt commun entre l'industriel et l'université ou l'école. En l'occurrence, là, c'était le cas, puisque notre équipe de recherche avait une expertise depuis sa création dans le domaine des moteurs industriels. Et de l'autre côté, le MAN était en recherche de partenariat pour développer ses activités de R&D. Donc l'intersection était clairement non vide. Et donc c'est là-dessus qu'on a bâti le projet de chaire sur des sujets d'études communs. Ensuite, pour que tout ça fonctionne, il faut mettre en face des moyens. Et donc c'est la suite des discussions. Donc, dans les moyens, il y a les moyens, bien sûr, financiers. Donc là, dans une chaire, le modèle, c'est que l'industriel amène du financement en argent, alors que l'université apporte plutôt du financement en nature, par exemple en mettant à disposition des plateformes expérimentales, des moyens de calcul, et aussi en assurant en mettant à disposition également du personnel permanent, par exemple des enseignants-chercheurs qui vont euh, contribuer à l'encadrement et à l'expertise scientifique au sein de la chaire. Alors à ce personnel mis à disposition par l'université s'ajoute du personnel qui est recruté spécifiquement pour la chaire et qui est recruté du coup grâce au financement de l'industriel, qui sont dans notre cas des ingénieurs de recherche, des assistants ingénieurs pour la partie expérimentale, également des doctorants. Et puis, à ces moyens humains, alors, ouais, concernant les moyens humains, déjà, de côté industriel, il y a aussi des moyens humains qui sont mis à disposition de la chaire. Donc, c'est du personnel de l'entreprise qui va dédier une partie de son temps au suivi et au fonctionnement de la chaire. Et puis, en termes de moyens techniques, bah, là aussi, il y a un partage. Côté université, on amène, comme je dis, par exemple, des plateformes expérimentales, et également des moyens de calcul. Et côté industriel, il y a aussi une mise en commun de certains éléments. Donc, ça peut être, dans notre cas, des données d'essai, par exemple, qui nourrissent les études que l'on mène. Donc, pour donner un peu des chiffres sur le personnel impliqué, donc côté industriel, dans notre cas, il y a deux ingénieurs référents qui sont spécialement affectés au suivi de la chaire. Alors, pas à 100%, hein, mais ça leur prend une part significative de leur temps. Et puis, il y a également des spécialistes de différents domaines auxquels on fait appel en fonction des sujets traités. Et l'entreprise, dans le cadre de la chaire, a également recruté un doctorant CIFRE. Et puis côté école, on a trois ingénieurs de recherche, un équivalent temps plein d'assistants ingénieurs et trois doctorants qui sont affectés 100% à la chaire. Et puis, on a à peu près 7 enseignants-chercheurs, alors avec des pourcentages variables, qui contribuent à la chaire industrielle, notamment via l'encadrement des doctorants, mais aussi via des expertises spécifiques sur les différents sujets d'études qu'on aborde dans la chaire. En termes de fonctionnement, euh,
Là aussi, chaque chaire est unique, mais pour la nôtre, on travaille avec des points à peu près toutes les 2 semaines, des points d'avancement général qu'on appelle comités opérationnels, donc qui se font en groupe relativement réduit et qui sont assez rapides. Le cas échéant, on fait des points spécifiques sur les sujets scientifiques et techniques. Du coup, là, sans qu'il y ait une périodicité définie à l'avance, c'est vraiment en fonction des besoins. Et puis, tous les 6 mois, on réunit ce qu'on appelle un comité stratégique qui fait le bilan des 6 mois écoulés et qui définit ou qui valide les orientations pour les 6 mois à venir. Un comité stratégique qui regroupe aussi des gens de l'école et de l'entreprise. En termes de suivi financier, pour résumer, je pourrais dire que c'est assez léger comme suivi, donc ça c'est très agréable. On n'a pas de justification systématique à faire comme dans d'autres types de projets. On bénéficie aussi de notre côté de l'assistance de la cellule projet du Léa qui nous aide bien sur ces aspects. Et donc il y a un bilan global qui est fait lors des comités stratégiques, mais entre-temps, voilà, on a de la flexibilité dans la gestion financière. Alors, j'en arrive aux thématiques scientifiques de la chaire. Donc, comme ça a été dit par Lauriane en introduction, un des objectifs de la chaire, c'est euh, de contribuer à la réduction des émissions polluantes et des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la propulsion navale. Et donc, pour ça, on a différents axes de recherche. Un premier qui est centré sur les moteurs à combustion interne, en combinant à la fois études expérimentales et modélisation thermodynamique. Donc là-dedans, il y a des sous-thématiques, si je peux dire, qui sont la dynamique des gaz pour tout ce qui est échange gazeux au sein des moteurs, la combustion, les transferts thermiques, qui sont les phénomènes qui ont lieu notamment au sein de la chambre de combustion. On a aussi une thématique turbomachine, puisque les moteurs qu'on étudie sont suralimentés, donc il y a une partie turbomachine importante. Et du point de vue des moyens, bah, cette étude combine des expériences qui sont faites chez l'industriel, donc à Saint-Nazaire, industriel qui a développé spécifiquement pour la chaire un moteur prototype donc, qui est vraiment dédié recherche et développement. Et puis de notre côté, on travaille sur la modélisation et la simulation à l'aide d'un logiciel commercial qui s'appelle GT Power. La deuxième thématique, c'est l'étude expérimentale et la modélisation des systèmes d'injection de carburant. Ces systèmes ont une importance capitale dans le fonctionnement, l'efficacité des moteurs. Font partie, contrairement au monde automobile où ils sont souvent conçus et développés par des équipementiers, ici, dans notre cas, ils sont conçus et développés chez le constructeur de moteurs. Là aussi, il y a une double approche, modélisation, simulation et études expérimentales, et lesquelles études expérimentales sont faites sur un banc d'essai ou des bancs d'essai dédiés à Centrale. Et pour la simulation, on utilise un logiciel, également un logiciel commercial multiphysique qui s'appelle AMSIM. Et puis le troisième axe de développement, c'est la modélisation et l'optimisation de systèmes énergétiques complets intégrant un moteur à combustion interne. Donc en particulier, dans le cadre de la propulsion navale, bah, ces systèmes, ce sont des navires où on va étudier, modéliser à la fois la carène, l'hélice et le moteur. Alors, dans différentes situations, avec différents outils, ça peut être en présence de houle, avec un code assez détaillé comme XDIN, ou ça peut être avec des modèles plus simplifiés, avec des hypothèses simplifiées, mais en intégrant par exemple du routage, donc à une échelle un peu différente. Et puis, alors là, on sort un peu du scope marine, mais on travaille également sur les réseaux électriques isolés avec des outils basés sur MATLAB Simulink, mais qui ont été développés au laboratoire pour modéliser ces éléments, sachant qu'on a une application euh, stationnaire, terrestre, mais que ça pourrait aussi avoir des applications dans le domaine naval, puisque les navires aujourd'hui sont de plus en plus électrifiés. Donc, on-
et intègrent aussi parfois des énergies renouvelables, donc font face aux mêmes problématiques. Euh, Pour détailler un peu le type d'études qu'on fait sur ces trois grandes thématiques que j'ai mentionnées précédemment, un axe de recherche, c'est l'amélioration des composants des moteurs, en particulier pour accroître leur flexibilité, pour, d'une manière générale, mieux adapter le moteur à l'usage réel qui en est fait. Et donc, ça peut concerner plusieurs fonctions du moteur. Ça concerne notamment l'injection. On a travaillé sur l'injection électronique de carburant. Ça concerne aussi la suralimentation. On travaille sur l'hybridation électrique de la suralimentation. On a travaillé sur la gestion thermique du moteur, par exemple. Euh, pour faire suite à ce que je viens de dire, l'objectif est la meilleure intégration des moteurs dans un système énergétique complet. Donc, on a aussi fait des études centrées sur ces questions. Donc là, je vous donne trois exemples d'études. Une première, c'est l'étude de stratégie de contrôle innovante pour un système propulsif de navire sur houle. Il y a une stratégie conventionnelle qui existe, mais on essaye d'en développer des alternatives pour améliorer l'efficacité globale du système. On travaille également sur la gestion d'énergie couplée au routage dans le cas d'un navire hybride. Et puis, en dehors du scope marine, on travaille, comme je disais tout à l'heure, sur la gestion des groupes électrogènes dans un réseau électrique isolé avec une forte pénétration d'énergie renouvelable. Et puis, le dernier axe d'étude qu'on a, c'est autour des carburants alternatifs, puisque une façon importante de décarboner le transport maritime, notamment, c'est de changer de carburant, de substituer aux carburants fossiles des carburants soit décarbonés, soit globalement neutres en carbone. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé notamment sur l'usage de biocarburants qui sont les méthylesters pardon, d'acides gras et puis les huiles végétales hydrogénées, en regardant l'impact qu'ils ont sur le système d'injection et sur le fonctionnement du moteur. Voilà, puis pour conclure cette présentation, j'ai essayé de lister un peu les points forts de la formule chaire industrielle, selon moi. Donc, un premier, ça concerne le montage du projet, puisqu'on a un taux de succès de 100% dès lors que les deux partenaires sont d'accord. On n'a pas besoin d'aller chercher de subventions à l'extérieur, donc de déposer de dossiers avec un taux de retour inférieur à 100% et plus ou moins aléatoire. Donc ça, je trouve que c'est un avantage euh, important de ce type de collaboration. Et puis en termes de fonctionnement, voilà les choses que j'ai appréciées moi, au cours des... Alors j'ai mis une visibilité de 5 ans. En fait, notre chaire, elle a été signée initialement pour une durée de 5 ans, mais elle a été prolongée en cours de route. Donc finalement, on a eu une durée totale de à peu près 6 ans et demi. Mais donc cette visibilité longue, elle est intéressante pour ce qui est de la gestion du projet, en termes de recrutement par exemple, en termes de développement de plateformes expérimentales ou même d'outils de simulation. C'est intéressant d'avoir du temps devant soi. Ça permet aussi de lancer des thèses de doctorat sans être obligé de les lancer immédiatement après le début du projet. Nous, on s'est laissé un peu de temps avant de les lancer, puisqu'elles sont pour certaines encore en cours. Une autre chose que j'ai appréciée, c'est la flexibilité. On a des possibilités d'évolution tout au long du projet dès lors qu'il y a un accord entre les deux partenaires. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au début, on n'est pas bloqué par ce qui aurait été décidé ou annoncé au début du projet. On peut évoluer en cours de route. Un troisième point qui pour moi est important, c'est les débouchés des actions de recherche qu'on peut mener au cours du projet. Il y en a une part significative, même si ce n'est pas la totalité, qui va connaître derrière des applications industrielles. Donc ça, moi, je trouve que c'est gratifiant les gens qui travaillent dans la chaire, les enseignants-chercheurs et les ingénieurs de recherche, de savoir que ce qu'ils font aura des débouchés effectifs et ne restera pas
sur une étagère. Et puis, ce qui est appréciable aussi de mon point de vue, c'est la diversité des études, puisque dans la chaire, on combine à la fois des études long terme, comme peuvent être les thèses de doctorat, qui sont assez amont, et des études plus court terme et plus appliquées, voilà, où le transfert de technologie ou de connaissances se fait plus rapidement. Et puis, bah, je vous avais dit on parlerait d'un tout petit peu de perspective à la fin. Donc, la perspective aujourd'hui pour notre chaire qui se termine fin novembre, c'est la perspective d'un renouvellement, alors sous la forme d'un LabCom, ce qui, pour le coup, veut dire un labo commun, qui impliquerait plusieurs laboratoires de Centrale Nantes. Au-delà du Léa, il y aurait aussi le LS2N et le GEM, pour une plus grande diversité des thématiques et pour aussi des thématiques peut-être transversales qui pourraient euh, relier deux labos, mais en gardant euh, plus ou moins la formule share, même si le nom change, avec tous les avantages que j'ai décrits précédemment qui continueraient à exister. Voilà, je vous remercie et puis on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Merci Xavier, c'était parfait au niveau du timing. Alors j'ai deux questions. Vous pouvez continuer à les poser aussi, donc soit dans le chat, soit dans le Q&A. Alors j'en ai trois, je crois. Sachant qu'une fois qu'on aura terminé les questions, je vous remettrai aussi un petit message dans le chat avec l'adresse mail de Xavier et la mienne, si vous souhaitez poursuivre les échanges par la suite. Alors, première question, pouvez-vous nous citer des exemples d'avancées scientifiques de votre chaire industrielle susceptibles de déboucher sur des applications industrielles? Alors oui, euh, donc il y a différents exemples. Je vais en prendre peut-être trois. Un premier, c'est donc j'ai mentionné les travaux autour de l'injection. Donc, on travaille à la fois en termes d'études expérimentales et de modélisation autour des systèmes d'injection. On a avancé dans la compréhension et la caractérisation d'un certain nombre de phénomènes qui ont lieu au sein des systèmes d'injection. Notamment, alors là, ça va devenir assez technique, donc je ne sais pas qui est l'interlocuteur, mais en termes de gavage sur les systèmes d'injection, par exemple, on a réussi à mieux caractériser l'influence du gavage sur les performances du système d'injection. Et donc ça, c'est des avancées qui sont susceptibles d'avoir des retombées à très court terme avec la commercialisation d'un nouveau système dans le cadre de rétrofit de moteurs. Ensuite, à des échéances un petit peu plus longues, j'ai parlé de travail d'hybridation du système de suralimentation. Donc, les moteurs industriels actuels, ils sont équipés de turbocompresseurs assez classiques, comme on peut trouver sur toutes sortes de moteurs, y compris automobiles. Et donc là, l'idée de l'hybridation, c'était de remplacer ce turbocompresseur qui fonctionne bien, mais qui a un certain nombre de limitations, par un système plus flexible qui intègre des machines électriques, qui continue d'intégrer des turbomachines, mais qui les combine avec des machines électriques qui permettent d'avoir des différences de puissance et des différences de vitesse de rotation entre la partie turbine qui récupère de l'énergie sur le circuit d'échappement et la partie compresseur qui permet d'améliorer le remplissage du moteur. Et donc là, on a montré pour l'instant par simulation des gains importants de rendement et d'efficacité énergétique des moteurs par l'hybridation de la suralimentation. Et donc la prochaine étape, c'est d'essayer de passer à des prototypes donc expérimentaux de ces systèmes hybrides. Il y aura aussi une partie de travail sur le contrôle. Donc ça, c'est des choses qui sont envisagées dans le cadre de la continuation de la chaire. Et ensuite, on pourrait aller assez rapidement vers l'application industrielle. Et puis peut-être un dernier exemple, c'est sur les réseaux électriques isolés. Donc là, on a aussi fait des études par simulation sur un cas-test qui ont permis de dégager des pistes d'amélioration, alors notamment
dans la gestion de moteurs existants. Donc là, c'est juste du soft, si on peut dire. C'est changer modifier la façon dont sont gérés les moteurs. Et ça permet des réductions de consommation et également potentiellement des améliorations de stabilité ou une diminution des risques de problèmes de stabilité sur le réseau électrique. Et puis, on a également proposé des modifications, cette fois-ci de hardware, donc des modifications de moteurs pour mieux les adapter aux nouvelles façons de fonctionner des groupes électrogènes dans les réseaux avec une pénétration accrue d'énergie renouvelable. Donc ça pourrait aussi trouver des débouchés à relativement court terme chez des clients de MAN. Merci Xavier pour la réponse. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport au premier retour de Xavier. Alors j'ai trois autres questions. La première, c'était une précision, donc c'est sur un moment de la présentation sur les tests type carburant alternatif. Est-ce que c'est des tests de type modélisation sous MATLAB selon les paramètres physico-chimiques du fluide ou est-ce qu'il y a déjà eu des tests grandeur nature sur navire de réaliser? Alors, dans le cas de la chair, il n'y a pas eu de test grandeur nature sur moteur. Il y a, pour l'instant, c'est de la simulation. Donc, il y a eu à la fois des simulations hydrauliques du système d'injection pour regarder quels étaient les impacts sur le système d'injection du changement de caractéristiques des carburants, puisque les carburants alternatifs n'ont pas exactement les mêmes propriétés en physico-chimiques, notamment physiques pour ce qui est du système d'injection. Et il y a également eu des calculs moteurs sous GT Power. Donc, il n'y a rien qui a été fait sous MATLAB, hein, mais c'est effectivement de la simulation, soit sous AMSIM, soit sous GT Power. Des calculs également de performance moteur pour évaluer l'évolution des principaux paramètres moteurs lors du changement de carburant. Et la prochaine étape, alors qui est programmée, mais le planning se décale un petit peu en fonction d'aléas divers, c'est de faire des tests à l'école centrale sur notre bande d'injection pour vérifier que ce qu'on a euh, calculé par simulation se vérifiait bien au niveau des études expérimentales. Et l'étape encore suivante, c'est d'aller faire des tests sur moteur. Alors, avant d'aller faire des tests sur navire, on fait des tests sur moteur au banc d'essai moteur. Donc ça se fera à Saint-Nazaire chez MAN pour regarder là aussi, vérifier que ce qu'on a pu défricher avec de la simulation s'avère à peu près vrai. Et voilà. Et puis vraiment, l'étape ultime ensuite, c'est d'aller déployer ça sur un navire. D'accord. Et sachant que Ensuite, le déploiement sur navire ne dépend pas, pour le coup, du constructeur de moteur, mais du client, quoi, des armateurs, par exemple. il y avait aussi une question par rapport aux thèses mentionnées sur les sujets de thèse. La question, c'est quels sont les sujets de thèse? Quels sont les sujets de thèse? Voilà. Ouais, alors, hop, je vais essayer de revenir sur le slide. Voilà, les sujets de thèse, ils se trouvent ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais dans le bas du transparent, j'ai mentionné les sujets de thèse avec le titre exa de la thèse et ils sont un peu en abrégé dans le corps du transparent. Donc, les quatre thèses qui sont, en fait, elles sont toutes encore en cours. Il y en a une, la soutenance est déjà fixée, mais elle n'a pas eu lieu. Et les autres, voilà, on se rapproche de la soutenance, mais on n'y est pas tout à fait encore. Donc, il y a une thèse sur la suralimentation hybride, ce que j'ai décrit déjà un petit peu dans une réponse aux questions. Une deuxième thèse sur la stratégie de contrôle innovante d'un système propulsif de navire sur houle. Donc là, l'idée, c'est, encore une fois, c'est de modifier la façon de contrôler le système propulsif quand on est sur de la houle. Quand on est sur de la houle, le système propulsif, il voit une charge à l'hélice qui varie en fonction de la position du navire sur les vagues. Et donc, le moteur ou le système propulsif doit être équipé d'un système de contrôle pour maintenir une vitesse de navire constante. Mais donc, aujourd'hui, le mode de contrôle, c'est d'essayer de maintenir une vitesse de rotation de l'hélice constante, et donc une vitesse de moteur constante. Et ça se traduit par des variations de charge du moteur qui sont assez importantes. Et donc, on pressent que ce mode de contrôle n'est pas optimal. Et donc, on essaye de trouver
déjà de comprendre les variations d'efficacité liées à ce mode de contrôle et d'essayer de trouver des modes de contrôle alternatifs qui permettent d'avoir une meilleure efficacité moyenne dans le cas de ces sollicitations périodiques quand on est sur de la houle. Le troisième sujet, c'est la gestion d'énergie couplée au routage sur un navire hybride. Donc là, le sujet, c'est sur un navire hybride. Donc, on commence à voir apparaître des navires qui intègrent de l'hybridation électrique, notamment, et aussi de l'hybridation vélique, avec l'assistance vélique. Et donc, ces systèmes hybrides offrent plus de flexibilité, notamment quand ils intègrent un système de stockage de l'énergie sous forme de batterie électrique. Donc, on a un découplage entre le besoin de puissance du navire à l'instant T et la puissance qui va être produite, par exemple, par les moteurs. Donc, ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Et donc là, l'idée de la thèse, c'est d'essayer de proposer des solutions de gestion de l'énergie qui soient les meilleures possibles et qui, notamment, une originalité de ce qu'on fait dans cette thèse, c'est de coupler l'optimisation de la gestion de l'énergie au routage, euh, parce que les deux sont liés, mais le fait de faire une optimisation globale avec les deux est assez original. Et puis le dernier sujet, c'est la gestion des groupes électrogènes. Donc là, on sort du scope maritime, encore une fois, mais c'est la gestion des groupes électrogènes dans un réseau électrique isolé. C'est pour donner un exemple concret, c'est par exemple le type de réseau qu'on peut trouver sur des îles comme il y a, enfin sur Tahiti par exemple, ou sur des îles de ce type qui ne sont pas raccordées au réseau continental. Et donc le fait que ces réseaux intègrent de plus en plus d'énergie renouvelable modifie les conditions de fonctionnement des moteurs, accroît les problématiques de stabilité du réseau. Et donc, on essaye de répondre à ces différentes problématiques de la façon la plus efficace possible en termes énergétiques, donc en consommant le moins de carburant possible. Alors, j'ai une dernière question dans le Q&R. Sachant que quelqu'un avait levé la main pendant le webinaire. Si cette personne avait une question, n'hésitez pas à la remettre soit dans le chat, soit dans le Q&R. Donc, la dernière question que j'ai, est-ce que le fait d'être lié à un industriel peut vous limiter sur le domaine d'études? Alors oui, parce que encore une fois, les sujets d'études, c'est l'intersection des intérêts, des envies ou des besoins de l'industriel et des envies et des compétences du laboratoire. Donc les sujets qui font pas partie de cette intersection ben, ne vont pas être traités dans le cadre de la chaire. Mais, donc mais cette réponse concerne la chaire elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas l'équipe de recherche ou le laboratoire de travailler sur des sujets qui n'intéressent pas l'industriel en dehors du partenariat, bien sûr. En dehors du partenariat, on fait ce qu'on veut. Alors, c'était la dernière question. Je vais vous mettre dans le chat donc l'adresse mail de Xavier et la mienne si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent suite au webinaire. Hop. Euh, Voilà, n'hésitez pas, il nous reste quelques petites minutes si vous avez d'autres interrogations. Je regarde, mais non, ça m'a l'air bon. Et dans ce cas-là, il me reste juste à te remercier, Xavier, pour la présentation. Avec plaisir. C'est toujours intéressant de partager. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci, Xavier. Merci à toutes et toutes donc, pour vous être connectés à ce webinaire Carnoma. N'hésitez pas à revenir vers Xavier ou vers moi si vous avez d'autres questions. Et pour les prochains webinaires, si vous souhaitez participer, vous aurez les informations sur le sujet et le créneau sur le LinkedIn du Carnomer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes. Merci, Lauriane. Au revoir.